Bonjour à tous. Alors, on va parler ensemble de DevOps mobile. On va présenter un peu les concepts, tout ça. Et d'abord, on va se présenter. Alors, bonsoir. Moi, je me présente rapidement. Je m'appelle Mathilde Roussel. Je suis ingénieure développement dans l'équipe R&D chez Mega International. Et moi, donc, je suis Nathanaël Marchand. Je suis expert .NET chez SWAT et accessoirement MVP Windows Development. Alors, au programme ce soir, on va vous parler de My Super Inventory Manager. Donc, il y a une petite application qu'on a utilisée pour le contexte de la démo. On va vous présenter les outils qu'on va mettre en jeu pour faire du DevOps mobile. Donc, notamment VSTS pour le mobile, OkiApp et la conjugaison VSTS plus OkiApp. Alors, d'abord, on va commencer par se poser une question. C'est quoi une bonne app mobile? Alors, on a posé la question aux inconnus et la réponse est celle-là. Bon, la mauvaise app mobile, bon, elle est développée et publiée sur le store, alors que bon, la bonne app mobile, elle est développée et publiée sur le store, mais c'est une bonne app mobile. C'est bon, vous avez tous compris la nuance? Non? Bon, ok, j'explique. Alors, la mauvaise app mobile, effectivement, elle est juste développée et publiée sur le store. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas vraiment de tests, etc. Donc, on ne sait pas vraiment si elle répond aux besoins, et sa durée de vie est un petit peu compromise a priori. Alors qu'une bonne app mobile, c'est être une application qui va être suivie tout au long des développements, qui va être testée par des personnes pour répondre aux besoins et qui va aussi effectivement répondre à un certain nombre de critères pour avoir une bonne qualité d'application. Alors, maintenant, on va parler de DevOps. Et pourquoi de DevOps? On va essayer de reprendre en fait des concepts qui sont bien adaptés à tout ce qui est développement d'applications web, d'applications un peu lourdes. Et on va essayer de les adapter au mobile, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, quand on fait du développement mobile, d'avoir tous ces concepts de DevOps. Donc on va voir DevOps, ce que c'est. Alors déjà, la première chose quand on fait du DevOps, c'est qu'on code. Ça, jusque-là, c'est plutôt classique. Ensuite, ce code, il va être buildé. Et buildé, ça va pas être juste je build sur mon poste, mais ça va être également je build dans une usine de build qui s'assure que tout le code est centralisé au même endroit par tous les développeurs et que tout le monde peut builder, qu'il n'y a personne qui casse le build. Une fois que c'est buildé, on va passer au test. Donc le test, c'est je prends mon code et je teste d'un point de vue métier si mes différentes méthodes sont valables. Donc pour une certaine combinaison d'entrées, on a bien une certaine sortie. Donc c'est des tests unitaires, mais on peut aussi avoir des tests un peu plus globaux, on va dire, qui testent l'intégration avec les différents services et même des tests d'interface utilisateur. Une fois qu'on a fait ces tests, on peut packager notre application. Donc on génère le package de l'application qui sera disponible pour le store. Enfin, on va gérer tout ce qui est release. Donc cette release, ça va être, on va le voir, publication de bêta. Ça peut être aussi une publication automatisée sur les différents stores. Et enfin, la dernière composante, en fait, c'est monitor. Donc une fois que mon application est en production, il faut bien entendu surveiller, est-ce que ça crache, est-ce que ça crache pas, est-ce que les retours utilisateurs sont bons, et tout ce genre de problématiques. Donc vous voyez, là, c'est le même genre de problématique que ce qu'on a sur une application, on va dire, entre guillemets, normale, hors contexte mobile. Et bien on va essayer de les appliquer au contexte mobile. Alors du coup, pour vous présenter un petit peu comment on a étudié le DevOps, on a créé un projet qui s'appelle My Super Inventory Manager. Je trouve le nom super et je l'assume. C'est moi qui l'ai trouvé, j'en suis fière. Alors, qu'est-ce que c'est? Au niveau fonctionnel, c'est tout simplement, le nom est assez clair, un projet de gestion de stock. Donc vraiment basique. Au niveau technique, c'est un projet Xamarin multiplateforme, donc qui va être sous Android et sous iOS. Bon, on a laissé tomber Windows Phone pour des raisons assez évidentes. Désolé pour les amoureux de Windows Phone. Et donc, on a essayé de faire en sorte que ça soit une bonne application mobile selon les inconnus. Donc, effectivement, on va utiliser un ensemble d'outils pour qu'elle soit DevOps approved. Alors, le premier outil qu'on va utiliser, c'est Visual Studio Team Services. Visual Studio Team Services, c'est un produit qui regroupe plusieurs, on va dire, sous-produits.
Déjà, la première chose, c'est que Visual Studio Team Services, ça permet de centraliser les sources dans un repository de source control qui peut être soit du Git, soit du TFS. Ensuite, ça propose toute une usine de build, d'intégration continue et ce genre de problématiques au sein du même outil. On peut aller encore plus loin en mettant un dashboard agile pour gérer toutes les tâches et les issues, les work items, faire un tableau Kanban pour suivre l'avancement de l'application. Et tout ça, bien sûr, en étant en lien, par exemple, on peut lier un work item avec un commit de l'application. Enfin, un commit sur les sources de l'application. Alors, couplé à Visual Studio Team Services, on a utilisé OkiApp. Alors, OkiApp, qu'est-ce que c'est? Je vois que les mêmes, ça fait beaucoup rire. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un service qui regroupe différentes choses, notamment les bêtas. Donc, ça va permettre de déployer des bêtas très facilement. Ça va permettre de regrouper tout ce qui est crash et feedback. Et ça va aussi montrer un ensemble de métriques qui sont importantes pour suivre la vie de l'application en bêta. Alors, du coup, effectivement, c'est bien sympa tout ce petit blabla, mais concrètement, comment on l'applique à notre projet? Alors, déjà, première chose, on va regarder dans Visual Studio Team Services le build pour le multiplateforme. Oui. De base, et bien souvent en clientèle, on a ce problème, c'est que les gens, quand on leur dit Visual Studio Team Services, ils vont dire « Ah ouais, mais c'est que pour builder du .NET ou du C#. » Eh bien non, en fait, c'est vraiment du build multiplateforme. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir builder tout un lot de techno qu'on va voir notamment apparaître ici. Donc, vous voyez qu'on peut faire à la fois du Gulp, du Grunt, du Xamarin, du Maven, du Ant, Xcode, j'en passe et les meilleurs. Donc, vraiment, vous pouvez avoir un pipeline de build qui utilise toute une panoplie de techno. Et en plus, vous pouvez étendre ce pipeline, vous pouvez étendre l'outil en rajoutant des plugins parce qu'il y a un store sur le produit. En plus de ça, vous pouvez aussi héberger vos différents serveurs de build. Vous installez un petit exécutable, donc que ce soit sur Linux, sur Windows ou sur Mac, qui vous permettra de faire le build. C'est notamment comme ça qu'on fait le build pour iOS. Donc, une fois que vous avez ce build de multiplateforme, il y a une chose qui est très importante, c'est une histoire de tuyau. Donc, il y a un point qui est très important dans le DevOps, c'est que une fois que vous buildez, il ne faut jamais confondre build et release. Et donc, c'est un point très important que je tiens à souligner, c'est que quand vous générez un paquet, il ne faut pas inclure dans votre pipeline de build la livraison également. Donc, on va bien séparer un build d'une livraison. Et donc comme ça, on pourra réutiliser le même artefact de build pour livrer à différents endroits. Parce que ce qui arrive bien trop souvent, c'est qu'on génère une fois un package, par exemple, pour le distribuer en bêta. On distribue ce package en bêta, mais après, on va dire, bah, j'en recrée un package avec les mêmes versions des sources pour le distribuer cette fois-ci en release. Mais ce qui risque de se passer, c'est que même si vous êtes... dans l'idéal, si vous êtes sur les mêmes versions des sources, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Mais quand même, on préfère quand même avoir les mêmes binaires qui ont servi pour distribuer et ainsi s'assurer que ce qu'on avait en bêta, par exemple, ou dans les tests, c'est bien la même chose que ce qu'on a en release. Donc, on va passer tout de suite à une petite démo. Je vais vous montrer ce que ça donne Visual Studio Team Services. Ouais. Ça marche du premier coup. Il n'y a pas un pompé ou un truc à faire? Un pop quelque chose? En haut à droite. Ah bah c'est user-friendly, donc. Ouais, je sais pas s'il faut passer ailleurs, mais au moins...
Non, alors ça c'est pas bon, c'est la disposition. Moi je l'ai tout en anglais en fait. Copie vidéo. Putain, c'est horrible en français. Ok. La résolution, c'est pas ouf ouf. Ah ouais. Sinon ça paraît. Sinon je peux essayer de forcer. Wow. Non, ça marche pas. Je voulais dézoomer. Non. Bon, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Fenêtre et tu dézoomes. Fenêtre. Non, présentation. Je pense que tu peux le faire encore une fois. Bon, du coup, vous avez l'occasion de voir de près le dashboard. Voilà, donc vous voyez le dashboard Visual Studio Team Services. Donc on voit quand on arrive sur Visual Studio Team Services qu'on a plusieurs types de widgets. Ces différents widgets, en fait, ça permet de centraliser tous les différents éléments que vous avez dans Visual Studio Team Services et d'un coup d'œil, pouvoir visualiser par exemple les différents builds, le burn down de où vous en êtes dans votre sprint, etc., etc. Donc le premier onglet qu'on va voir, c'est l'onglet de code. On va le passer très rapidement parce que c'est très habituel par rapport à ce qu'on peut voir sur GitHub. Voilà. Donc on voit les différents fichiers dans le code. On peut gérer, donc on a l'Explorer, on peut gérer les pull requests, les différentes branches si on travaille sur par exemple des features branches ou ce genre de workflow, on va dire. Dans l'onglet Work, vous avez tout ce qui est un peu un équivalent, on va dire, à Jira. C'est pas juste touché. Donc on a un peu un équivalent à Jira. On peut avoir un backlog agile. Donc voilà, notre backlog Kanban. Mais là encore, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ici. Donc ici, vous allez pouvoir définir vos pipelines de build. Donc un pipeline de build, je répète, c'est ce qui va prendre les sources, compiler et en générer un package. Donc on a ici des build definitions qui sont des templates. Ces différents templates, vous voyez, vous avez des templates pour Android, buildé avec du Gradle, du Universal Windows Platform, Xcode, etc., etc. Et vous pouvez également faire un template empty. Ici, on a déjà un template qui est disponible. Un template, une build definition qui est disponible, qui est Xamarin Android. Oui, ici, j'ai déjà cliqué. Et donc, on va voir comment on peut la configurer. Donc, ici, vous pouvez voir qu'on a les différentes étapes du build. Et donc, comme c'est un projet Xamarin, on va faire un restore de Nugget, un build en Visual Studio. Ensuite, on va faire un build Android pour générer le package. On va ici, les tests assemblies, on va tester ces différentes assemblies pour les tests unitaires. Une fois que c'est testé unitairement, on peut ici, alors c'est désactivé parce que ça prend un peu de temps et si on veut faire la démo de lancer un build, on va pas le refaire. On peut lancer des tests UI dans Xamarin Test Cloud, donc qui permet de tester l'application qu'on a générée dans tout un panel de devices qu'on a qui sont gérés par Xamarin. Donc par exemple là, on va tester sur un Nexus 4, je crois, sur un Xperia Z, je sais plus quoi, etc., etc. Donc on va pouvoir tester et ça va cliquer automatiquement selon un scénario qu'on a généré. Et donc on pourra voir si on a des régressions à ce niveau-là. Enfin, on va pouvoir signer et créer le APK signé pour pouvoir le distribuer. Et comme je le disais, ce n'est pas dans ce pipeline qu'on va le distribuer, mais c'est plutôt, on va le publier en tant qu'artefact de build. Et une fois que ces artefacts de build sont disponibles, on va pouvoir soit les récupérer manuellement, soit en faire autre chose, et on verra quoi tout à l'heure. Donc les repositories, ici on est dans un Git qui est local. On pourrait avoir un Git de GitHub, un Git on-premise, ou même un SVN, à vous de voir. Donc vous voyez que c'est très flexible. Vous pouvez juste utiliser VSTS pour faire le build et sans héberger vos sources, si vous avez un problème de confidentialité de vos sources. On a aussi la gestion des différents triggers. Les triggers, c'est ce qui va déclencher votre build. Ici, vous avez un build d'intégration continue, donc il va se déclencher à chaque commit dans le master, à chaque push dans le master. On pourrait imaginer aussi
builder à chaque push dans les branches de features. On peut également faire un build schedulé pour faire des nightly builds, par exemple. Enfin, on peut définir la politique de rétention des artefacts. Donc, une fois que votre artefact est généré, combien de temps il va rester dans un build normal. Donc, voilà, là, on vient de configurer un build Xamarin. Une fois qu'on le lance, et donc il est lancé automatiquement, on récupère, donc, hop, on peut voir un build successful. Donc, on voit toutes les différentes étapes qui sont avec la petite coche verte, comme quoi elles se sont bien déroulées. On voit également, vous voyez même dans le fond, il n'y a pas de souci sur le texte. On voit également le résultat des tests qui se sont déroulés. Et bon, on en reparlera après, mais le déploiement. Donc, au niveau des tests, je vous la fais vite fait parce que, en fait, c'est la même chose que dans cet onglet-là. On voit les différents tests. Et alors là, par exemple, voilà, on voit tous les tests qui sont passés, et notamment, par exemple, là, ce sont les tests de UI, et on voit, s'il y a la pop-up qui va là, on voit que là, c'est un test de UI sur le Nexus 4, c'est marqué dans la pop-up. Donc, une fois que ces différents tests sont créés, eh bien, si je reviens sur mon build, qui était là, Artifact, voilà, on a dans le drop, donc c'est les différents fichiers qui ont été générés. Ici, on a à la fois les différents binaires, donc les DLL, et on doit avoir le APK qui est ici. Voilà, c'est le APK qu'on pourra réutiliser ultérieurement. C'était bon pour la démo, et je vous montrerai juste après les pipelines de release qui sont assez similaires. Ouais. Merci de patienter. Alors, du coup, on a vu comment ça se passait dans Visual Studio Team Services. Donc maintenant, on va parler un petit peu de OkiApp. Alors, comme je vous le disais, grâce à OkiApp, on va pouvoir distribuer des bêtas très facilement. Donc, effectivement, toujours dans les processus DevOps et les pratiques DevOps, on cherche quand même à bêta-tester notre application. Après les tests unitaires, les tests UI, on va passer aux tests par les humains. Donc aussi, on a effectivement tout ce qui est crash report et feedback qui sont regroupés sur une même plateforme, ce qui permet de suivre facilement, donc s'il y a des problèmes, sachant que généralement, quand il y a une bêta, les problèmes arrivent très rapidement. Tout ce qui est crash et feedback, les gens se mettent à râler assez rapidement, soyons honnêtes. Et donc, on va voir comment ça se passe dans le projet. Donc, deuxième alerte démo. Et merci de patienter à nouveau. Alors, on va commencer... Wow. Le zoom, c'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave. On va commencer par regarder. Donc là, je suis dans Xamarin Studio. Je vais d'abord configurer mon application pour qu'elle enregistre toutes les données et les envoie vers OkiApp. Donc c'est tout simple. Là, dans mon projet Android, j'ai ajouté le composant OkiApp pour Android. Donc très simple à ajouter. Et ensuite, dans le fichier application.css, donc c'est la classe qui va être instanciée au lancement de l'application, je vais enregistrer trois choses. Donc tout d'abord, tout ce qui est feedback, ensuite ce qui est crash et les métriques. Alors, bon, j'ai la flemme de dézoomer là, j'ai peur que ça casse tout. Donc, trois lignes toutes bêtes. Et là, on a déjà presque terminé de configurer notre application pour qu'elle utilise OkiApp. Tout ce qui reste à faire, c'est de passer, donc là, je suis dans ma main activity, donc c'est ma page principale. J'ai créé un bouton pour ce qui est feedback, et tout simplement, au moment du clic, je vais demander à mon feedback manager de montrer l'activity de feedback. Ce qui est assez pratique, vu qu'effectivement, ça m'évite de créer la vue, etc. C'est lui qui gère ça tout seul. Voilà, c'est une ligne de code.
c'est plutôt pratique. Et ensuite, j'ai créé un bouton qui va lancer un crash pour vous montrer comment ça se passe. Donc, tout simplement, un bouton qui, au clic, lance un crash. Alors, au niveau de l'application. Donc, mon application est ici. Donc, ça, c'est ma main activity. Donc là, effectivement, tout a été déjà enregistré. Donc, je peux d'ores et déjà... donc là, c'est mon bouton, le feedback, et je fais le crash. Je peux d'ores et déjà envoyer un feedback, donc avec un attachment, etc. Et je ne vais pas le faire là, c'est ce qu'on va faire. Et je peux aussi effectivement donc lancer un crash. Bon, l'application crash, c'est fait pour, c'est bon, ça c'est maîtrisé. Et donc on va voir comment ça se passe côté OkiApp. Donc là, c'est la plateforme web. Donc j'arrive sur la page de mon application. Donc j'ai un petit dashboard assez sympa qui regroupe différentes informations. Alors j'ai déjà l'AppID qui est utilisé côté code, qu'on a vu brièvement tout à l'heure. Il y a effectivement les dernières versions qui ont été uploadées avec des nombres de download, de crash, etc. Et on a quelques petits graphiques sympas qui rendent très très mal du coup avec le zoom sur les crashs, les téléchargements, les sessions, etc. sur les 30 derniers jours. Donc ça, c'est la partie résumée. On peut ensuite passer à l'onglet des versions, donc là qui regroupe toutes les versions qui ont été créées et uploadées vers OkiApp. Alors on va voir le détail, d'une version. Donc tout simplement, donc, il y a le nom de la version, le nom de l'application, différentes informations, le minimum OS, etc. Avec des statistiques, les crashs associés à cette version, etc. Ensuite, dans l'onglet crash, donc c'est là qu'on va retrouver tous nos crashs. Alors, ils sont regroupés par groupe. C'est pour ça que du coup, il y en a, on n'en voit pas beaucoup là, mais il y en a un certain nombre dans la colonne count. Alors, au niveau des crashs, on a 4 catégories. Donc, il y a la catégorie open, la catégorie traquée, la catégorie résolue et la catégorie ignorée. Mais c'est pas très sympa d'ignorer un crash quand même. Alors, donc là, par exemple, on va aller dans le détail d'un crash. Ça veut bien charger. Donc ici, on a différentes informations. Déjà, la date où le crash est apparu pour la première fois et la dernière fois. Avec, pareil, des chiffres et des petits graphiques. On a en dessous, ce qui est très important, la stack trace, qui peut nous permettre du coup de détecter qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on voit bien mon exception que j'avais tout à l'heure, qui dit juste si c'est crash, tout simplement. Donc ça, c'est effectivement la partie résumée. Je peux avoir plus de logs, et là, en fait, je vois sur quel device ça a crashé, avec en dessous les informations des devices qui peuvent être utiles, et la partie bug tracker qu'on verra un petit peu après. Donc, retour en arrière, on va regarder aussi la partie feedback. Donc, j'ai fait des petits tests sympas, on va ouvrir celui-là. Donc, effectivement, là, Nathanaël m'a envoyé un feedback disant des bêtises. Et donc, je le retrouve sur OkiApp. Et je peux alors soit lui répondre directement et l'engueuler, lui dire qu'il dit des bêtises, soit en cochant une petite case qui est là, mais on voit pas trop. Ça va me permettre en fait de discuter avec les autres développeurs et membres de l'équipe pour ne pas envoyer directement le feedback à la personne, mais effectivement poser des questions, etc. Et dire bon, qu'est-ce qu'on lui répond, flûte, alors on est un peu dans la mouise. Dans l'embarras. Oui, dans la mouise, c'est bien. Et du coup, après, pouvoir répondre quelque chose au développeur qui est approuvé par tout le monde. Dernier onglet, donc, ça regroupe les utilisateurs. Donc là, j'ai 3 utilisateurs qui ont été invités pour la bêta-test de cette application. À noter qu'on peut regrouper les utilisateurs par groupe ou les taguer, ce qui peut permettre notamment le déploiement de bêta par vague. Effectivement, je peux dire, bon, cette bêta, je l'envoie qu'à ce groupe. Ce genre de choses qui peut être assez pratique. Alors, je ne vais pas remettre les slides parce qu'il y en a juste une pour vous dire qu'on va faire là VSTS plus OkiApp couplé.
Et donc du coup, on va retourner sur VSTS pour voir l'intégration avec OkiApp. Donc tout à l'heure, on en était ici, donc c'est-à-dire à la page de release. Et release, comme vous vous souvenez, pour le moment, j'avais récupéré le APK dans le dossier des artefacts de build pour le distribuer éventuellement manuellement via OkiApp. Mais ça ne nous intéresse pas trop dans l'approche DevOps. On aimerait bien le déployer automatiquement. Et donc pour faire ça, de la même manière qu'on a créé un pipeline de build, on va créer un pipeline de livraison. Alors ce pipeline de livraison, on peut également le créer, donc même principe que tout à l'heure. Voilà. Donc je vais vous spoiler un petit peu. Ah bah voilà. Principalement, les templates par défaut, c'est des templates de déploiement Azure. Ce qui ne nous intéresse pas du tout ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait aller dans le store. Bon, on ne va pas y aller là maintenant. On va dans le store et on configure le plugin OkiApp pour VSTS. Et donc cette intégration va nous permettre d'intégrer correctement, et notamment ici, dans notre déploiement, on va avoir une... Si je clique ici, on va avoir une belle étape ici. Non, c'est le chargement surtout. Voilà, une tâche de déploiement OkiApp. Donc, dans cette tâche de déploiement OkiApp, on a une connexion OkiApp donc avec une connection string qui est gérée dans les settings de Visual Studio Team Services. On va récupérer ici le chemin de l'APK, qui est donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, on le configure en artefact de dépendance. Et donc, il va récupérer dans le build Xamarin Android qu'on a fait tout à l'heure, l'APK qu'on avait. Vous pouvez éventuellement prévenir tout le temps vos utilisateurs, ils recevront un petit mail ou éventuellement une notification dans l'app. Ensuite, vous pouvez configurer pour que ce soit certains utilisateurs, donc dans certains tags, certaines équipes ou certains utilisateurs nommés explicitement. Et donc, une fois que vous avez configuré ça, vous pouvez le lancer. Et sur le même principe que ce qu'on avait tout à l'heure, vous avez des triggers. Et donc là, notre trigger, c'est à chaque build de Xamarin Android. Donc c'est un déploiement continu. On pourrait imaginer créer une nouvelle étape, par exemple en PowerShell, qui ferait appel aux API du Google Store pour déployer automatiquement l'APK. Mais dans ce cas-là, ce serait préférable de faire une soumission manuelle uniquement quand l'application a passé la campagne de test. Donc ça, c'est pour la partie intégration de OkiApp dans VSTS. Maintenant, on va retourner le paradigme. Ça va être VSTS dans OkiApp. Alors, donc, nous voilà de retour dans OkiApp. Alors, comment je vais pouvoir déjà configurer mon application pour qu'elle s'intègre avec Visual Studio Team Services et qu'elle récupère un certain nombre d'informations. Donc là, je suis dans la partie configuration. J'ai tout simplement un petit menu Visual Studio Team Services qui me permet de sélectionner l'URL de mon Visual Studio Team Services, le projet. Et après, on va pouvoir configurer la création de tickets automatiques. Donc là, effectivement, j'ai activé lorsqu'il y a un crash, enfin un nouveau groupe de crash et un feedback, je vais effectivement créer un ticket pour qu'après ça soit pisté dans Visual Studio Team Services. Donc on peut également configurer à partir de combien de crash on va créer un ticket. Mais bon, vu qu'on fait attention à la qualité, on va quand même créer un ticket à partir de un crash. Alors ensuite, on peut voir une autre intégration donc VSTS pour faire plus rapide dans OkiApp. Alors, on retourne dans les versions. Donc, je vous ai montré tout à l'heure un petit peu le détail. Et là, on a deux petits menus, Commit et Work Item. Et donc ça, justement, c'est eux qui vont être liés à VSTS. Et ici, je retrouve les commits qui sont liés à cette version. Et pareil pour les work items, s'il y en a, bon là dans notre cas il n'y en a pas, mais ça va afficher les work items qui correspondent à cette version. On rechange de menu. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, il y avait effectivement différents statuts de crash. Donc il y avait ouvert, traqué, résolu, etc. Donc le fait qu'il soit noté comme traqué, c'est qu'effectivement, il y a eu un ticket qui a été créé dans VSTS. Donc je vous ai brièvement montré l'onglet Bug Tracker tout à l'heure. Donc, en revenant là-dessus, je vois qu'effectivement, il y a un ticket qui a été créé, donc à une certaine date, et je peux y accéder via ce lien.
Et du coup, je vais pouvoir après voir le détail, différentes informations, et je vais pouvoir l'assigner à quelqu'un pour après que la personne du coup soit notifiée qu'il y a un crash et qu'il faut résoudre ça. Et du coup, pareil pour les feedbacks, on peut du coup arriver sur la même page. Bon, du coup, ça ne sera pas noté comme un bug, mais ça sera le même principe. Merci de patienter une dernière fois. Alors du coup, c'est bien sympa de parler de ces outils. Bon, ça a l'air super pratique, ça marche bien. Mais financièrement parlant, on aimerait bien savoir si c'est gratuit ou pas. Alors la réponse c'est oui, dans une certaine mesure. Alors déjà, VSTS, c'est gratuit jusqu'à 5 utilisateurs, si je ne me trompe pas, sachant qu'après, il va y avoir différentes spécificités. Si on est dans le cadre, si on veut créer un agent de build pour iOS, on en a droit à un gratuit. À partir du deuxième, c'est payant. Voilà, parce que c'était pas drôle de juste payer le Mac, etc. Il faut payer aussi pour VSTS. Voilà. On peut aussi, il faut savoir que pour les personnes qui ne développent pas, donc par exemple les chefs de projet, etc., il y a des licences gratuites et ça leur permet d'accéder uniquement au dashboard agile pour du coup effectivement quand même suivre ce qui se passe. Et pareil pour OkiApp, c'est gratuit dans une certaine mesure puisqu'effectivement la version gratuite permet d'avoir 2 applications et un propriétaire. Au-delà, on passe à une tarification de 25 € par mois à peu près pour avoir 15 applications et 3 propriétaires. Et du coup, c'est bien évidemment après de plus en plus cher en fonction du nombre d'applications, etc. Donc voilà, on a vu un peu ce que ça donnait le DevOps mobile via les outils VSTS et OkiApp. Donc pour rappel, VSTS ça vous permet de gérer toute votre chaîne de build et de distribution via OkiApp, distribution notamment de bêta. Également vos différents tickets pour votre suivi qualité. Ensuite, vous passez sur OkiApp où là vous pouvez gérer tout ce qui est stack trace, des différents crashs, feedback utilisateur. Donc les 2 outils sont vraiment complémentaires, comme on a pu le voir, ils sont assez liés grâce au rachat de Microsoft par OkiApp. Et donc vous pouvez voir que dans le cycle de vie de DevOps d'une application mobile, on peut vraiment couvrir le vrai cycle DevOps comme on le ferait avec une application web par exemple où ce système de DevOps est beaucoup plus répandu. Donc merci à tous pour d'avoir suivi cette session et si vous avez des questions, n'hésitez pas.